Bonjour à tous. Dans une deuxième partie du cours de BI 338, nous allons nous intéresser à l'endocrinologie comme mode de communication cellulaire. Nous verrons dans cette UE, après quelques généralités sur les hormones, quelques exemples particuliers d'hormones, l'insuline, l'adrénaline, le cortisol et les hormones thyroïdiennes, avant de pouvoir faire une synthèse sur ce que nous avons appris sur les hormones, traiter leur diversité chez l'homme et parler un petit peu de rythme biologique. La communication endocrine implique la sécrétion interne, d'où le terme endo, d'un messager chimique appelé hormone. Hormone venant du grec hormone qui veut dire excité. Ce messager est produit par une cellule endocrine qui se trouve au sein d'une glande ou isolée au sein de l'organisme. L'hormone est libérée dans le sang et utilise la convection du sang pour atteindre toutes les cellules de l'organisme. On retrouve les hormones à une concentration relativement faible dans le sang, 10-7 à 10-10 molaires, ce qui est toutefois 1000 fois plus concentré qu'un neurotransmetteur dans la fente synaptique. Cette hormone va agir sur une cellule cible parce que cette cellule exprime des récepteurs. Elle agira parfois en coopération avec le système nerveux et la plupart des processus hormonaux participent à l'homéostasie de l'organisme, c'est-à-dire au maintien de sa stabilité, ou à sa croissance, son développement, son métabolisme, sa reproduction et encore d'autres processus physiologiques. Nous allons nous intéresser maintenant à la mise en évidence historique des hormones et aux premières expériences qui ont montré leur existence. Toutefois, dès le Paléolithique, on retrouve des statues telles que celle de la femme au goitre, qui montrent le statut de déesse accordé à ceux qui possédaient cette particularité physiologique, c'est-à-dire cette excroissance de la thyroïde liée à un défaut hormonal. Nous verrons dans la diapositive suivante les expériences de Berthold en 1849 qui ont permis de montrer qu'une substance sécrétée diffusible serait à l'origine des caractères sexuels secondaires chez le coq. Brown-Séquard, quelques années plus tard, lui, lance le début de l'organothérapie ou l'hormonothérapie en s'auto-injectant des extraits aqueux de testicules de taureau qui lui confèrent une nouvelle vigueur sexuelle. L'expérience de Berthold sur les coqs marque le début de l'endocrinologie comportementale. Nous savons que, au cours de la croissance et du développement du coq, le poussin, en fait, devient un coq qui possède une crête développée, une queue fournie, et puis des caractéristiques comportementales, donc agressivité et chant. Lorsque Berthold castre un groupe de poussins, donc en leur ôtant les testicules, au cours de leur développement, ce groupe de poussins ne présente pas les caractéristiques sexuelles secondaires des coqs, c'est-à-dire que leur crête est peu développée, leur plumage également. Ils ne chantent pas et ne sont pas agressifs. Mais lorsque Berthold réimplante dans ce groupe de poussins les testicules à un autre endroit de l'abdomen, ces individus grandissent, sont certes stériles, mais possèdent les caractéristiques physiques et comportementales identiques aux coqs témoins. La conclusion de son expérience dit qu'un testicule implanté dans une région anormale du corps va priver ce testicule d'innervation, toutefois n'aura pas de conséquences sur le développement et le développement se fera normalement. Berthold en conclut donc que les testicules libèrent un signal chimique et non nerveux que nous appellerons une hormone et dont les effets peuvent être très étendus, très larges, puisqu'ici ils affectent aussi bien le plumage, la crête, que des caractéristiques comportementales, c'est-à-dire le système nerveux central. L'insuline est la première hormone identifiée, isolée, connue chez les animaux. Tout d'abord, l'absence d'insuline provoque un diabète sucré dont la caractéristique physiologique est connue depuis l'Antiquité. C'est Minkowski et Hedon, en 1889, qui identifient l'hormone. Après ablation du pancréas chez un chien, ils parviennent à provoquer ce type de diabète, qu'ils réparent en réimplantant des fragments de pancréas sous la peau, ce qui leur permet de conclure que c'est le pancréas qui produit cette hormone.
il faudra attendre 1921 avec Banting et Best pour pouvoir purifier cette hormone protéique. Ce sont les expériences de Baylis et Starling au début du XXe siècle qui vont conduire à la notion d'hormone. Ces chercheurs travaillent sur la sécrétion pancréatique. Ils vont utiliser des animaux dont le duodénum a été ligaturé et dont la moelle épinière a été détruite pour se débarrasser de toute influence nerveuse. Ils remarquent que lorsque l'on perfuse de l'acide dans le duodénum, la sécrétion pancréatique est stimulée. Baylis et Starling montrent ensuite que l'injection de broyats intestinaux dans la veine cave entraîne des sécrétions pancréatiques dans les 3 minutes, ce qui montre que la sécrétion pancréatique est sous contrôle hormonal et non nerveux. Ces expériences ont en fait permis de mettre en évidence la sécrétine, qui est une hormone sécrétée par les cellules intestinales lors de l'arrivée du chyme gastrique, qui est très acide. Cela déclenche la sécrétion exocrine de bicarbonate par le pancréas afin de neutraliser cette acidité. La sécrétine est le premier peptide identifié comme étant une hormone. La notion d'hormone apparaît donc en 1905. Les hormones de nature liposoluble ont été mises en évidence quelques années plus tard. C'est tout d'abord Allen qui s'intéresse à la métamorphose de la grenouille induite par les hormones thyroïdiennes, et les expériences de Kopec en 1917 sur la mue du papillon Lymantria dispar qui permettent également de mettre en évidence un facteur hormonal cérébral dans la mue du papillon. Un papillon, au cours de son cycle de vie, procède à plusieurs mues. Lorsque l'on ligature de façon tardive la prépupe, c'est-à-dire l'individu avant la mue se produit quand même, mais lorsque l'on effectue cette ligature à un moment très précoce de la vie de la prépupe, la mue ne survient que sur la partie antérieure de l'animal, la partie postérieure restant à un stade plus tardif. Cette expérience a permis de montrer que la mue était dépendante d'un facteur cérébral produit par la partie haute du corps qui, en diffusant dans la totalité du corps, entraînait la mue de l'animal. Pour mieux comprendre ce processus, il a fallu attendre les années 30 avec Wigglesworth et Frankel qui travaillent sur la punaise et sur la mouche. Ces chercheurs montrent que lorsqu'on enlève la tête de ces insectes, aucune mue n'est observable, que lorsque l'on greffe le cerveau d'une larve avant la mue sur l'animal décapité, la mue peut se produire. De la même manière, l'injection de sang ou de lymphe d'animal avant la mue à l'animal décapité provoque également la mue. Ces expériences ont permis de montrer qu'une hormone produite par le cerveau était responsable de la mue. Cette hormone est en fait l'ecdysone. C'est en 1953 qu'il a été possible de purifier l'ecdysone grâce à Carlson et Brackmann à partir de 500 kg de pupes de papillon Bombyx mori. Cette hormone a une structure tout à fait différente de celle des hormones qui a été connue jusqu'à présent, l'insuline ou la sécrétine. Elle a une structure qui dérive du cholestérol et possède donc des propriétés d'hydrophobicité ou de lipophilicité. On appelle ces hormones des hormones stéroïdes. Il a été mis en évidence ultérieurement que l'ecdysone, et nous verrons par la suite que toutes les hormones stéroïdes ont un effet similaire, que l'ecdysone active la transcription des gènes. En présence d'ecdysone, en effet, sur les chromosomes géants de glandes salivaires de certains insectes, on peut voir une incorporation de thymidine tricier qui montre une transcription active. Cette transcription active disparaît lorsque l'on traite les mêmes cellules par de l'actinomycine qui est un inhibiteur de la transcription. Certaines structures produisant des hormones présentent une organisation tout à fait particulière. C'est le cas du système hypothalamo-hypophysaire que nous détaillerons dans une partie ultérieure du cours. C'est le docteur Pierre Marie, en 1886, qui montre le lien entre acromégalie, c'est-à-dire maladie des os longs, et tumeur de l'hypophyse, donc l'importance de l'hypophyse dans certains processus physiologiques.
Ici, vous voyez représenter une photo du boxeur Maurice Tillet, qui a servi d'inspiration au créateur de Shrek, qui présente, lui également, une acromégalie, c'est-à-dire une excroissance des os longs qui lui donne cette mâchoire si particulière. Lorsque l'on réalise une hypophysectomie chez le rat, c'est-à-dire une ablation de l'hypophyse, avant la puberté, ce rat présente un anisme, une atrophie de la thyroïde et des glandes cortico-surrénales, un diabète insipide et ne présente pas de puberté. Lorsque l'on réalise cette hypophysectomie après la puberté, on observe également une atrophie de la thyroïde et des glandes cortico-surrénales, ainsi que des modifications métaboliques. Le rat présente souvent une obésité, toujours un diabète insipide. Nous observons la disparition des caractères sexuels secondaires et des cycles chez la femelle. Il n'y aura pas de montée de lait en cas de gestation. Cela montre le rôle majeur de l'hypophyse dans de nombreux processus physiologiques tels que reproduction, nutrition et développement. De nombreuses hormones seront identifiées comme étant responsables de ces processus physiologiques. Elles seront purifiées, puis le trouble sera corrigé en les réinjectant. D'autres expériences ont permis de montrer que c'est l'hypothalamus qui contrôle les sécrétions hormonales de l'antéhypophyse. Expérimentalement, en effet, lorsque l'on enlève l'antéhypophyse et qu'on la greffe ailleurs, il n'y a pas de production hormonale. Mais si on cultive des cellules, et si l'on cultive des cellules antéhypophysaires toutes seules, elles ne produisent pas d'hormones. Par contre, lorsque ces cellules sont co-cultivées avec des neurones hypothalamiques, la production hormonale par les cellules antéhypophysaires est possible. Pourtant, il n'y a pas de connexion nerveuse entre ces deux cellules. Cela montre que la sécrétion d'hormones antéhypophysaires est sous le contrôle d'autres sécrétions hormonales, elles-mêmes issues de l'hypothalamus. Ce sont des neurohormones libérées dans le sang et qui stimulent la production des hormones antéhypophysaires. Le TRH est un tripeptide, c'est la première neurohormone hypothalamique qui a été isolée, à partir de 500 tonnes d'encéphale de mouton. Qu'avons-nous appris dans cette introduction ? La mise en évidence expérimentale de l'implication d'une hormone dans un processus relève d'un procédé, d'une démarche qui est toujours la même. D'abord, lorsque l'on enlève la glande, on observe un déficit hormonal, on observe une anomalie physiologique. Lorsque l'on va greffer la glande ou injecter l'extrait provenant de cette glande au même animal, on doit réparer ce processus ou ce trouble physiologique. Si l'on implante cette glande chez un animal sain, l'excès hormonal doit également provoquer une perturbation. Enfin, il faut, à partir de cette glande, purifier l'hormone. Si on l'injecte purifiée, elle doit également réparer le trouble. Cette purification permet d'identifier sa nature moléculaire. Dans une dernière partie, il faudra ensuite identifier les effets cellulaires de cette hormone, quel est son récepteur, quelles sont les voies de signalisation, quels effets cellulaires cela produit, et identifier dans leur globalité les effets physiologiques produits en comprenant dans quelle boucle de régulation cela s'inscrit. Dans la deuxième partie de ce cours, nous allons nous intéresser à l'insuline comme modèle d'hormone peptidique. Nous étudierons comment elle a été découverte, puis une pathologie dans laquelle elle fait défaut, le diabète sucré, et enfin nous verrons comment elle est produite, son mode d'action et ses effets. Les symptômes du diabète sont connus depuis l'Antiquité. Le diabète caractérise une émission anormalement élevée d'urine. En 1889, von Minkowski enlève le pancréas chez le chien, ce qui provoque soif et une urine en excès et qui attire les mouches. Cette pathologie entraînera ensuite le décès de l'animal. En 1869, donc 20 ans plus tôt, Langerhans découvrait de son côté les îlots portant son nom et dont il s'avère qu'ils sont les responsables de la production de cette hormone. Cette hormone sera purifiée ensuite en 1921 par Banting, Best et MacLeod, ce qui leur vaudra le prix Nobel. L'année suivante,
le premier traitement d'un patient diabétique sera possible grâce à Colip, après injection d'insuline. C'est en 1958 que sa structure peptidique sera déterminée par Sanger grâce à la méthode de séquençage qui porte son nom, ce qui lui vaudra également le prix Nobel. Le diabète sucré est une pathologie qui est connue depuis très longtemps. En 4000 avant Jésus-Christ, en Chine, son existence est mentionnée dans des ouvrages de médecine. En 1500 avant Jésus-Christ, un papyrus égyptien appelé papyrus Ebers, que vous voyez ici ci-contre, décrit un ensemble de symptômes identiques au diabète. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Égyptiens connaissaient le diabète comme en témoigne Claude Gallien, médecin grec exerçant à Rome, juste après Jésus-Christ. Dans une de ses œuvres, il dit « Les reins et la vessie ne cessent d'émettre des urines. Le patient ne peut s'empêcher de boire et d'uriner. » En effet, le mot diabète vient du grec ancien diabaino qui signifie « passer au travers ». En 1776, Dolson isole le sucre des urines. Une réaction positive à la liqueur de Fehling permet de mesurer la glycosurie, c'est-à-dire de démontrer la présence de glucose dans les urines. Ce médecin démontre que ce n'est pas seulement l'urine des diabétiques qui contient du sucre, mais aussi leur sérum sanguin, leur sang, dont il isole un dépôt ayant le goût de sucre. Ces patients sont donc en hyperglycémie. Le diabète est donc défini comme une augmentation de la production d'urine, nécessairement accompagnée d'une soif excessive. Nous ne nous intéresserons pas dans ce cours au diabète insipide qui, lui, est lié à un défaut de sécrétion de l'hormone antidiurétique, l'ADH. Nous nous intéressons dans ce chapitre au diabète sucré, qui lui est lié à une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire un taux de glucose sanguin supérieur à 1,2 g par litre à jeun. L'élimination de l'excès de sucre va conduire à éliminer aussi de l'eau. Il existe deux types de diabète sucré, le diabète appelé de type 1. Dans ce diabète, c'est la sécrétion d'insuline qui fait défaut. Ce défaut est donc un défaut pancréatique et peut se corriger par injection d'insuline. Le diabète de type 2 est un défaut lié à la résistance à l'insuline, c'est un défaut périphérique. Le traitement ne peut donc se faire par injection d'insuline, il faudra favoriser l'élimination rénale du glucose et adapter le régime alimentaire et l'exercice du patient. Pour dépister un diabète sucré, il faut réaliser un test de tolérance au glucose. Le patient se rend dans son laboratoire d'analyse et réalise une prise de sang qui permettra le dosage du glucose sanguin, tout d'abord à jeun, au temps zéro, et puis il va prendre une ration alimentaire riche en glucose, riche en glucides, tel un petit déjeuner, et il revient au laboratoire où on dosera toutes les 30 minutes à nouveau sa glycémie. Chez un patient normal, la glycémie est en dessous de 1 g par litre à jeun. Elle va monter dans les 30 minutes qui suivent le repas, puis redescendre assez rapidement, de telle sorte à ce que 1 heure et demie après le repas, sa glycémie soit revenue à la normale. Chez un sujet diabétique, la glycémie à jeun est déjà plus élevée, au-dessus de 1,2 g par litre, et puis cette glycémie, suite à la prise du repas, va monter énormément et ne reviendra pas, dans les 2 heures qui suivent le repas, à la normale. Afin de déterminer le type de diabète, on peut réaliser un test de tolérance à l'insuline. Il s'agit de mesurer la glycémie du patient après injection au temps zéro d'insuline. Si le patient est de type 1, l'injection d'insuline va corriger l'hyperglycémie. Si le patient souffre d'un diabète de type 2, l'injection d'insuline n'aura pas d'effet, pas ou peu d'effet, du fait de la résistance à l'insuline. Nous obtiendrons donc la courbe du haut. Le diabète de type 1, qui est donc le diabète présentant un défaut de sécrétion d'insuline, peut être traité par injection, prise d'insuline. Ces injections peuvent se faire à la seringue ou grâce à une pompe à insuline. L'insuline est généralement produite à partir du porc ou du bœuf, c'est-à-dire à partir du gène que l'on a cloné et que l'on produit grâce à des OGM. L'injection peut aussi se faire avec de l'insuline lente, c'est-à-dire une insuline qui va diffuser lentement dans le corps et qui permettra de limiter le nombre d'injections à faire par jour. Les perspectives thérapeutiques sont celles de greffer des îlots ou un pancréas artificiel.
L'insuline est produite par le pancréas. Le pancréas est un organe relié anatomiquement au duodénum, car il déverse dans celui-ci les enzymes digestives qui permettent de découper les aliments en nutriments. Si l'on regarde le pancréas au microscope, si l'on étudie son histologie, on trouve que le pancréas est majoritairement constitué de cellules acineuses qui sont les cellules sécrétrices des enzymes digestives et constituant le pancréas exocrine. Mais si l'on regarde de plus près, on trouve des îlots circulaires, des amas de cellules circulaires. Ces îlots sont impliqués dans la production d'insuline par les cellules bêta et dans la production de glucagon par les cellules alpha. Ces deux types de cellules peuvent être distingués grâce à des colorations spécifiques. Ces îlots de Langerhans constituent le pancréas endocrine, c'est-à-dire celui qui est impliqué dans la production des hormones qui sont libérées dans le sang. Nous étudierons tout cela de plus près dans le TP numéro 2, appelé TP hormones. L'insuline est une hormone peptidique. Comme toute hormone de nature protéique, elle est donc issue de l'expression d'un gène, ce gène étant situé dans le noyau des cellules bêta des îlots de Langerhans. Ce gène va, dans un premier temps, être transcrit en ARN messager, et puis cet ARN messager va être traduit au niveau du réticulum endoplasmique granuleux ou rugueux, et va donner naissance à une prohormone que l'on appelle la préproinsuline. Cette préproinsuline contient un peptide signal et la totalité de la chaîne de la proinsuline. Cette protéine va donc traverser ensuite l'appareil de Golgi et se retrouver dans des vésicules de sécrétion sous forme de prohormones dans un premier temps, puis sous forme active, la forme active de l'insuline étant une forme dans laquelle le peptide central, C, a été excisé et les deux peptides N et C terminaux, peptide A et peptide B, sont reliés ensemble par des ponts disulfures, ne pouvant donc se décrocher l'un de l'autre. Lorsque le signal de sécrétion hormonale surviendra, ces vésicules de sécrétion vont être exocitées et l'insuline sera déversée dans les vaisseaux sanguins à proximité. L'insuline est donc une hormone peptidique qui est stockée dans des vésicules à l'intérieur du cytoplasme des cellules bêta des îlots de Langerhans. Ces vésicules seront exocitées au moment où l'organisme en aura le besoin. Au microscope électronique, on peut distinguer facilement les cellules alpha des cellules bêta, car les hormones en étant stockées n'ont pas la même structure à l'intérieur des vésicules. Des vésicules contenant de l'insuline vont être des vésicules sombres et pleines, alors que les vésicules contenant le glucagon vont contenir des parties claires. C'est le glucose lui-même qui va déclencher la sécrétion de l'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans. La glycémie augmente et le glucose qui se trouve dans le sang rentre dans la cellule bêta par les transporteurs type GLUT2. L'entrée de glucose dans la cellule va déclencher l'hydrolyse de celui-ci par la glycolyse puis la chaîne respiratoire, ce qui va entraîner une augmentation de la concentration intracellulaire en ATP. L'ATP est dans cette cellule un effecteur de canaux K+, ATP dépendants. En présence d'ATP, ces canaux vont se fermer. La fermeture de canaux K+, comme dans toute cellule, va provoquer une dépolarisation, car les ions K+, ne sortent plus et s'accumulent à l'intérieur de la cellule. Cette dépolarisation va à son tour entraîner l'activation de canaux voltage dépendants, qui sont dans ce cas-là des canaux calciques. Le calcium va entrer et déclencher l'exocytose des vésicules contenant l'insuline dont nous avons parlé précédemment. L'insuline va alors sortir et déclencher la baisse de la glycémie, qui sera donc un rétrocontrôle négatif à sa propre synthèse. L'insuline étant une hormone hydrophile, va être transportée dans le sang sous forme soluble et circuler dans tout l'organisme. Le récepteur à l'insuline
situé sur toutes les cellules cibles, est un récepteur membranaire, comme pour toutes les hormones peptidiques, hydrophiles. Sous sa forme monomérique, il est constitué par une chaîne alpha et une chaîne bêta, les deux chaînes étant réunies par des ponts disulfure. La forme fonctionnelle du récepteur à l'insuline est un dimère, constitué donc de deux chaînes alpha et deux chaînes bêta, dans lesquelles viennent se loger l'insuline. La partie C-terminale de la chaîne bêta contient un domaine tyrosine kinase qui aura un rôle important dans la signalisation lorsque l'hormone sera fixée sur le récepteur. Lorsque l'insuline est fixée sur son récepteur, la chaîne bêta possédant une partie tyrosine kinase va être activée. Cela va entraîner la phosphorylation d'une protéine cytoplasmique appelée IRS1 qui va se retrouver sous son état phosphorylé. Cet état phosphorylé va à son tour activer une protéine membranaire appelée la PI3 kinase capable de phosphoryler un lipide membranaire appelé PIP2 pour le transformer en PIP3. Ce PIP3 va à son tour entraîner l'activation d'une kinase appelée PDK1 qui elle-même va entraîner l'activation d'une kinase appelée PKB. Cette kinase va avoir de nombreuses cibles intracellulaires. Elle va par exemple déclencher l'exocytose de vésicules préformées contenant le transporteur au glucose GLUT4. Elle va également entraîner la phosphorylation d'une kinase appelée GSK3 qui sous sa forme phosphorylée sera inactive. Cette kinase GSK3 est en fait la kinase de la glycogène synthase. Lorsqu'elle est active, elle va entraîner la phosphorylation de la glycogène synthase, ce qui va entraîner l'inactivation de celle-ci. Lorsque l'on est en présence d'insuline, la GSK3 est donc inactive et la glycogène synthase se retrouve donc active sous sa forme déphosphorylée. Des intermédiaires de cette voie de transduction peuvent à leur tour avoir des effets cytoplasmiques, c'est le cas de IRS1, qui peut activer l'expression de certains gènes. Les effets cytoplasmiques des kinases seront donc des effets à court terme, tandis que les effets géniques vont être des effets à moyen et long terme. Les effets nucléaires du récepteur à l'insuline sont donc médiés par cette protéine cytoplasmique appelée IRS1, qui va déclencher une cascade de signalisation impliquant différentes molécules et différentes kinases. À la fin de cette cascade de signalisation, le facteur de transcription ERK va se retrouver sous forme phosphorylée, ce qui lui permettra de passer dans le noyau et d'activer d'autres facteurs de transcription qui vont déclencher la transcription de certains gènes, notamment le gène GLUT4, dont la production sera à nouveau stimulée. Ces effets sont donc à moyen et long terme. Les effets physiologiques de l'insuline sont donc multiples. Elle peut toucher tous les organes qui expriment son récepteur. La sécrétion d'insuline est donc déclenchée au niveau du pancréas par une élévation de la glycémie. L'insuline va passer dans le sang et circuler sous forme soluble. Ces organes cibles vont être principalement le foie, le tissu adipeux et le muscle, qui chacun à leur manière vont stocker le glucose sous forme de glycogène ou sous forme d'acide gras. Cela va entraîner une baisse de la glycémie qui va s'opposer à la production d'insuline par un rétrocontrôle négatif. L'insuline a également un effet central anorexigène, c'est-à-dire un effet de coupe-faim au niveau du cerveau. Nous avons donc vu deux cibles moléculaires de l'insuline. Ici, au niveau du foie, nous avons vu notamment que les transporteurs au glucose de type GLUT4 sont augmentés, leur exocytose est augmentée ainsi que leur synthèse, et nous avons vu aussi également que la glycogène synthase allait être activée. Ces deux processus vont donc stimuler l'entrée de glucose dans le foie ainsi que son stockage sous forme de glycogène. Ce sont les mêmes voies qui sont stimulées dans le muscle. Dans le tissu adipeux, l'entrée de glucose va être stimulée de la même manière, mais c'est la synthèse de lipides, la transformation du glucose en lipides, qui va être stimulée. Toutes les voies antagonistes des voies stimulées vont dans le même temps être inhibées
par des processus de phosphorylation. Il faut donc retenir que l'insuline participe à la boucle de régulation de la glycémie, dont la valeur consigne doit être maintenue dans l'organisme à 1 g par litre. Toute perturbation de cette glycémie, par exemple dans le cas d'un repas, d'une prise de glucides, va entraîner une augmentation de la glycémie. Cette augmentation va déclencher une production d'insuline par les cellules bêta des îlots de Langerhans du pancréas. L'insuline va ensuite agir sur des organes effecteurs, tels le foie, les muscles et le tissu adipeux, pour stimuler le stockage de glucose sous forme de glycogène ou sous forme de lipides, et diminuer sa libération. Ce retour à la normale de la glycémie va entraîner un arrêt de la production d'insuline. Une boucle rigoureusement opposée se met en place pour la production de glucagon en cas d'hypoglycémie. Nous verrons cela plus tard. Nous allons maintenant nous intéresser à un deuxième exemple d'hormone, l'adrénaline, qui est un exemple de catécholamine. Nous étudierons sa découverte historique et puis, de la même manière, la production par les glandes surrénales, son mode d'action, ses effets physiologiques et les pathologies dans lesquelles l'adrénaline dysfonctionne. L'adrénaline a été découverte en 1897 par trois chercheurs, Abel, Takamine et puis Aldrich, qui parviennent successivement à la purifier à partir de glandes surrénales de moutons. La légende dit que le professeur Takamine parvient à la cristalliser en oubliant sur sa paillasse le cristallisoire dans lequel il avait concentré la molécule, et en oubliant de le nettoyer, la molécule s'est cristallisée sur les parois du récipient. Cette molécule s'appelle d'abord épinéphrine et puis adrénaline. Son injection provoque l'augmentation de la pression artérielle. Nous allons nous intéresser maintenant à la synthèse et à la sécrétion de l'adrénaline. L'adrénaline va être produite par le centre des glandes surrénales, c'est-à-dire la partie médulaire des glandes surrénales, suite à un stimulus de type peur, anxiété, colère. Cela va déclencher l'activation du système nerveux sympathique qui, via un relais dans la moelle, va envoyer un signal nerveux aux cellules médulaires des glandes surrénales. Celles-ci vont déclencher la production d'adrénaline. Les neurones postganglionnaires du système nerveux sympathique sont eux-mêmes des neurones à noradrénaline. La synthèse de l'adrénaline et de la noradrénaline, aussi bien dans les neurones que dans les cellules endocrines, se fait par un processus qui est le suivant. La synthèse est cytoplasmique et se fait à partir de tyrosine qui a été importée à partir du sang dans la cellule sécrétrice. La synthèse va successivement permettre la production de L-dopa, puis de dopamine, puis de noradrénaline, et enfin d'adrénaline. L'hormone ou le neurotransmetteur va être ensuite transféré dans une vésicule d'exocytose où elle sera stockée jusqu'à ce qu'un signal d'exocytose, en général lié à l'entrée de calcium, déclenche l'exocytose de la vésicule et la libération de l'adrénaline dans le milieu extracellulaire. Un processus de recapture ou de dégradation permettra ensuite de dégrader l'hormone libérée afin de limiter son mode d'action, son action. Le mode d'action de l'adrénaline, comme celui de la noradrénaline, va dépendre de la nature du récepteur qui va se trouver à la surface de la cellule cible. Ces hormones étant des hormones hydrophiles, ont des récepteurs qui se trouvent à la surface de la membrane plasmique. Ces récepteurs peuvent déclencher des réponses de nature différente car ils utilisent des voies de signalisation différentes. Si nous prenons l'exemple de l'effet sur les vaisseaux sanguins, l'adrénaline fixée sur son récepteur de type alpha va déclencher une vasoconstriction, alors que l'adrénaline fixée sur un récepteur de type bêta va provoquer une vasodilatation. Cela permet des réponses différentes à des endroits différents de l'organisme pour répondre aux besoins physiologiques de l'organisme et pour adapter la réponse à cette hormone. C'est Earl Sutherland qui a identifié le premier le mode d'action du récepteur bêta à l'adrénaline.
Pour cela, il a obtenu le prix Nobel de médecine en 1971. Tout d'abord, il a mélangé un homogénat de foie avec de l'adrénaline. L'expérience marche de la même manière si on rajoute du glucagon. Il observe une augmentation de l'activité de la glycogène phosphorylase, c'est-à-dire de la dégradation du glycogène dans l'homogénat. Lorsqu'il refait la même expérience à partir uniquement de surnageants de l'homogénat de foie, c'est-à-dire seulement la partie soluble, c'est-à-dire le cytoplasme des cellules hépatiques, en mélangeant avec de l'adrénaline, il n'obtient aucune réponse. Lorsque cette fois il fait la même expérience mais à partir du culot de l'homogénat de foie, c'est-à-dire à partir de la fraction membranaire, en rajoutant de l'adrénaline, il obtient la production d'une substance thermostable, c'est-à-dire qui n'est pas sensible à une augmentation de la température. Cette substance étant capable d'activer la glycogène phosphorylase lorsqu'on la rajoute au surnageant. Cela met donc en évidence la présence d'un second messager qu'il identifiera plus tard comme étant l'AMP cyclique. Le mode d'action du récepteur bêta à l'adrénaline est aujourd'hui bien connu. Ce récepteur est un RCPG, un récepteur couplé à une protéine G qui va elle-même être couplée à un effecteur qui s'appelle l'adénylate cyclase, AC. Lorsque l'hormone se fixe sur son récepteur, il va interagir avec la protéine G. La protéine G est une protéine trimérique constituée par une sous-unité alpha, une sous-unité bêta et une sous-unité gamma. La sous-unité alpha étant elle-même fixée à du GDP. La fixation de l'hormone sur son récepteur et l'activation de la protéine G va déclencher deux choses. D'une part, la fixation de GTP à la place du GDP sur la sous-unité alpha, ce phénomène provoquant la dissociation de la sous-unité alpha avec les sous-unités bêta et gamma. Ces sous-unités, comme vous le voyez sur le schéma, sont enchâssées sur la face cytoplasmique de la membrane plasmique. La sous-unité G-alpha, fixée au GTP, devient active et se fixe à l'adénylate cyclase pour l'activer. L'adénylate cyclase devient alors capable de transformer l'ATP en AMP cyclique. Cet AMP cyclique va partir dans le cytoplasme et activer des cibles intracytoplasmiques intracellulaires. C'est lui le second messager. La sous-unité alpha va alors ensuite hydrolyser le GTP qui redeviendra du GDP. Cela la rendra inactive et capable à nouveau de s'associer avec les sous-unités bêta et gamma. Le récepteur est ainsi revenu à son état initial. La compréhension du cycle des protéines G a valu à Gilman et Rodbell le prix Nobel en 1994. Comme expliqué précédemment, on voit ici que la forme capable d'interagir avec le récepteur fixé à son ligand est la forme trimérique, sous-unité alpha liée au GDP avec les sous-unités bêta-gamma, que l'activation du récepteur va déclencher l'échange de GDP avec du GTP et la séparation avec les sous-unités bêta et gamma. La forme active de la protéine G sous-unité alpha étant la forme liée au GTP. C'est elle qui va activer l'effecteur, comme par exemple l'adénylate cyclase. Cette activité est de courte durée puisque le GTP est hydrolysé en GDP. La sous-unité alpha redevient capable de s'associer avec les sous-unités bêta-gamma et avec le récepteur. L'AMP cyclique, quant à lui, va être capable d'activer une protéine kinase appelée protéine kinase A, A pour AMP cyclique dépendante. Cette protéine kinase est une protéine qui existe sous forme de tétramère avec deux sous-unités catalytiques et deux sous-unités régulatrices. Les sous-unités régulatrices vont, lorsqu'elles fixent l'AMP cyclique, se dissocier des sous-unités catalytiques qui deviennent actives et capables donc de déclencher des phosphorylations sur des molécules cibles. Comme nous l'avons vu précédemment, l'adrénaline, fixée sur son récepteur de type bêta, va entraîner l'activation de protéines G situées sur la membrane plasmique du côté intracellulaire. Ces protéines G vont à leur tour activer l'adénylate cyclase, ce qui va entraîner la transformation d'ATP en AMP cyclique, un second messager dont la concentration dans le cytoplasme va donc augmenter. L'AMP cyclique
va se fixer sur la pKa et rendre celle-ci active. Comme toute protéine kinase, celle-ci va donc entraîner la phosphorylation de protéines cytoplasmiques. Cette phosphorylation va entraîner une modification de l'activité de ces protéines qui va entraîner une réponse cellulaire. L'adrénaline fixée sur son récepteur bêta entraîne donc l'activation de la protéine kinase A et la phosphorylation de protéines cytoplasmiques. Cette diapositive vous montre un exemple de protéine cytoplasmique qui va être activée par la protéine kinase A. Cette protéine est ici la phosphorylase kinase. Cette phosphorylase kinase est donc phosphorylée par la pKa et se retrouve sous sa forme active. Elle devient donc capable d'hydrolyser le glycogène. L'hydrolyse du glycogène se fait donc en réponse à la présence d'adrénaline fixée sur son récepteur bêta. Cela va permettre, par exemple, aux muscles ou au foie de mobiliser les réserves énergétiques et de transformer le glycogène en glucose. Ces effets sont d'ailleurs comparables à ceux qui se passent pour le glucagon sur le foie au cours du jeûne. L'adrénaline, lorsqu'elle est fixée sur son récepteur alpha, va entraîner un tout autre type de réponse. Elle se fixe sur un récepteur qui est lui également un RCPG, récepteur couplé aux protéines G. Il va entraîner l'activation d'une protéine G qui ne s'appelle pas GS mais GQ. Cette protéine GQ va activer un autre effecteur qui est aussi une protéine membranaire qui s'appelle la phospholipase C. Cette phospholipase C va transformer un phospholipide membranaire, le PIP2, en deux seconds messagers différents, le DAG ou l'IP3 et l'IP3. Les deux sont produits suite au clivage de ce phospholipide membranaire. Le DAG va provoquer l'activation de la protéine kinase C qui va, comme la pKa, phosphoryler des protéines, mais ce ne sont pas les mêmes, ce sont d'autres protéines qui vont être phosphorylées. L'IP3 va lui déclencher l'ouverture des canaux calciques qui se trouvent sur le réticulum endoplasmique et le réticulum endoplasmique va donc libérer ses stocks de calcium. La concentration de calcium intracellulaire va également augmenter. Le calcium est lui aussi considéré comme un second messager. La présence de calcium et de protéines phosphorylées va entraîner dans les cellules cibles des phénomènes tels que la contraction dans une cellule contractile ou l'exocytose dans une cellule sécrétoire. Cette diapositive vous montre comment ce phospholipide membranaire appelé PIP2, phosphatidylinositol bisphosphate, est clivé par la phospholipase C en deux parties. Une partie ici qui donnera le diacylglycérol et une partie basse ici qui donnera l'inositol triphosphate. Nous n'attendons pas de vous que vous reteniez par cœur la structure de ces molécules, mais que vous reteniez bien que le PIP2 est clivé en DAG et IP3, qui sont deux seconds messagers intracellulaires. Nous avons vu dans les diapositives précédentes le rôle très important de la sous-unité alpha de la protéine G, qui va être impliquée dans le recrutement de l'effecteur, c'est-à-dire l'adénylate cyclase pour la protéine G-alpha-S, ou la phospholipase C dans le cas de la protéine G alpha Q. Mais les sous-unités bêta-gamma qui se dissocient de la sous-unité alpha au moment de l'activation du récepteur ont un rôle important. Elles ont un rôle important dans l'arrêt du signal adrénergique dans le cas qui nous intéresse, notamment parce qu'elles vont entraîner le recrutement d'une kinase qui va phosphoryler le récepteur. Cette kinase va phosphoryler le récepteur, entraîner le recrutement d'une protéine qui s'appelle la bêta-arrestine qui va entraîner l'endocytose du récepteur qui deviendra du coup désensibilisé et inactif. Nous allons nous intéresser maintenant aux effets physiologiques de l'adrénaline et dans un premier temps aux effets de l'adrénaline sur les vaisseaux sanguins. Nous avons vu que sur les vaisseaux sanguins, l'adrénaline avait un effet opposé en fonction de la localisation de ces vaisseaux.
L'adrénaline va en effet se fixer soit sur des récepteurs alpha, soit sur des récepteurs bêta, et induire les voies de transduction que nous avons vues précédemment. Lorsqu'elle se fixe sur son récepteur alpha, elle va recruter la protéine GQ, entraîner l'augmentation des seconds messagers DAG, IP3, calcium. Tout cela va activer une protéine que l'on appelle la myosine light chain kinase. Cette protéine va entraîner la phosphorylation des têtes de myosine et entraîner la contraction de la cellule musculaire. Au contraire, lorsque l'adrénaline est fixée sur son récepteur bêta, le recrutement de la protéine GS par celui-ci et l'apparition d'AMP cyclique comme second messager dans la cellule et l'activation de la protéine kinase A va entraîner l'inhibition de la MLCK, de la myosine light chain kinase, et cela va donc entraîner la déphosphorylation des têtes de myosine et donc la relaxation musculaire. Cela permet une vasoconstriction dans les vaisseaux qui possèdent un récepteur de type alpha et une vasodilatation dans les vaisseaux qui possèdent un récepteur de type bêta. Cet intérêt physiologique est l'adaptation au stress. Cela va entraîner une vasodilatation au niveau des organes qui ont des besoins d'oxygène et de nutriments accrus au moment du stress, donc notamment le cœur et les muscles. Au contraire, certains organes seront sacrifiés, c'est le cas de la peau ou des viscères, ce qui va entraîner une circulation sanguine moins importante dans ces tissus. Ça explique par exemple pourquoi en cas de stress ou de peur, on a un aspect du visage qui est très blanc, c'est dû à la vasoconstriction des vaisseaux au niveau de la peau. Mais l'adrénaline a également des effets métaboliques sur certains organes et notamment sur le foie. Des effets métaboliques que l'on peut comparer aux effets du glucagon sur le foie au moment du jeûne. L'adrénaline, lorsqu'elle est fixée sur son récepteur de type bêta, va entraîner l'activation d'une protéine GS, donc de l'adénylate cyclase, va entraîner l'apparition d'AMP cyclique, qui va activer l'APK. L'APK va à son tour entraîner une cascade de phosphorylation qui, à la fin, va activer la dégradation du glycogène pour libérer du glucose, dans un premier temps dans l'hépatocyte. Ce glucose passera ensuite dans le sang. D'autres voies, telles que les voies de la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des acides gras, va être activée. La néoglucogénèse, c'est-à-dire la nouvelle synthèse de glucose, de la même manière pour faire augmenter la glycémie. Les voies antagonistes de ces voies, bien sûr, vont être inhibées, inhibition par des cascades de phosphorylation, de la glycolyse et de la glycogénogénèse. Tout ça permet, en cas de stress pour l'adrénaline ou en cas de jeûne pour le glucagon, de faire remonter le taux de glucose sanguin, de mobiliser le glucose pour les organes qui en auront besoin, notamment en cas de stress, les muscles et le cœur. Cette diapositive vous montre que ces cascades de signalisation se fait par un phénomène d'amplification du signal. Une molécule d'adrénaline fixée sur un récepteur va entraîner la production de 20 molécules d'AMP cyclique. Ces 20 molécules d'AMP cyclique vont entraîner l'activation de 10 molécules de pKa, puisqu'il faut 2 AMP cycliques par tétramère de pKa. Chaque pKa activé va entraîner l'activation de 100 phosphorylase kinase, ce qui va provoquer l'activation de 1000 molécules de glycogène phosphorylase, et donc la libération de 10 000 molécules de glucose. Donc pour une molécule d'adrénaline, 10 000 molécules de glucose seront libérées dans le sang. Donc vous voyez ici que ces voies de signalisation permettent une amplification du signal qui rend très efficace la réponse de la cellule cible. En résumé, la fixation de l'adrénaline sur ces récepteurs de type alpha ou bêta va provoquer au niveau de l'organisme une grande diversité de réponses qui contribuent toutes à l'adaptation au stress. Nous avons étudié les effets au niveau du foie, nouvelle synthèse de glucose et glycogénolyse.
Nous avons vu l'effet sur les vaisseaux sanguins, avec vasodilatation dans certains vaisseaux et vasoconstriction sur d'autres. Tout cela va contribuer globalement à une augmentation de la pression artérielle, mais tous ces effets sont combinés aussi par des effets au niveau musculaire, augmentation de la tension musculaire, au niveau du système digestif, du rein, au contraire, ralentissement du fonctionnement, augmentation du rythme cardiaque et du rythme ventilatoire, et dilatation des pupilles pour un maximum d'acuité visuelle. Tous ces effets permettent en fait à l'organisme de mieux réagir au stress, c'est-à-dire de pouvoir fuir ou se battre ou mobiliser ses réserves musculaires. Un exemple de pathologie liée à l'adrénaline est le phéochromocytome. C'est une tumeur surrénalienne qui va entraîner une hyperprolifération des cellules productrices d'adrénaline et donc une hypersécrétion d'adrénaline. Cette augmentation de la teneur d'adrénaline dans le sang va entraîner hypertension artérielle, maux de tête, sueur froide, tachycardie, c'est-à-dire augmentation de la fréquence cardiaque, car tous les effets de l'adrénaline sont multipliés et il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de diminution du signal une fois que l'effet est atteint, comme dans le cas d'une situation de stress normal. Cette pathologie touche souvent des patients jeunes. Elle est traitée par des chimiothérapies et par la chirurgie.